Chers amis, bonjour, ici Guy de Lafortelle et j'ai le très grand plaisir pour cette émission TT de Toxin de recevoir Idriss Aberkan. Idriss, bonjour. Bonjour, tout le plaisir est pour moi, Guy. Ben, je suis très heureux. On a décidé d'organiser cette émission spéciale sur l'affaire Epstein parce que c'est une affaire, là je regardais en la préparant, la première plainte contre Jeffrey Epstein date de 2005. Donc c'est une affaire qui a déjà 20 ans en elle-même, mais qui en vrai remonte sur quasiment 50 ans si on va jusqu'au père de Ghislaine Maxwell, donc la comparse de Jeffrey Epstein. Et on se rend compte que, donc là, ces derniers jours, on a énormément de choses, énormément de retournements qui se passent. Tout d'abord, le FBI qui a voulu simplement enterrer l'affaire. Donc je vous rappelle qu'on va Mhm. revenir sur l'affaire Epstein, mais on va probablement passer un peu de temps pour bien rappeler tous les ressorts. Mais en tout cas, il y a cette fameuse liste des clients d'Epstein euh, dont on n'a pas arrêté de parler, qui est une des promesses de campagne de Donald Trump de publier cette liste, qui finalement semble n'avoir jamais existé officiellement. Et après ça, on a le Wall Street Journal, qui nous a fait un coup quand même pas possible, qui nous a sorti l'existence, sans même l'avoir vue eux-mêmes, d'une lettre à présumer salace que Donald Trump aurait écrite sur un livre d'or de Jeffrey Epstein pour son anniversaire. Et alors là, c'est des choses. Mhm. J'aurais commencé par là, si vous voulez. Qu'est-ce que vous pensez cet article du Wall Street Journal qui parle d'une lettre en avouant eux-mêmes ne pas l'avoir vue? Et donc, qu'est-ce que ça vous dit, ça? Le Wall Street Journal est profondément anti-Trump et anti-Musk. Donc, c'est vrai que c'est Donc, étonnant qu'il ne l'ait pas trouvé plus tôt. Normalement, on se serait attendu à ce qu'ils eussent épluché la totalité, quoi. Parce que c'est ce qui revient toujours sur l'affaire Epstein. On peut se dire légitimement, s'ils avaient vraiment un gros compromat de Trump dessus, ils l'auraient sorti. Et là, en fait, ils ont décidé de ne pas le sortir. C'est ce qui est tout à fait bizarre. Donc, soit ils avaient rien, soit pendant toute la première partie, ils avaient rien du tout, soit, en fait, c'est quelque chose qui a donné lieu à une sorte de rapport de force au sein de l'administration Trump, etc. On a eu il y a eu un compromis, quelque chose s'est passé. Ça, c'est le premier point. Et le Wall Street Journal est souvent utilisé pour déstabiliser des gens. Donc, encore une fois, c'était eux qui avaient balancé des trucs complètement dingues sur Musk, comme le fait qu'il était accro à la kétamine et tout, ce qui avait été repris par l'oncle fétide de l'allié. Là, j'ai oublié son nom. Donc, on est dans la déstabilisation. Par contre, ce que démontre l'affaire Epstein, c'est vraiment que la vérité est un miroir brisé. C'est-à-dire que exactement, beaucoup de gens avaient des morceaux de miroir. Donc, la vérité est un miroir brisé, c'est ce que dit Rumi. Et c'est ce que disent les soufis. Et donc, chacun possède un petit morceau et chacun pense que son petit morceau représente le tout. Xavier Hofer avait dit, il avait beaucoup été critiqué pour ça et pourtant il avait profondément raison sur beaucoup de points. Il avait dit, monter une affaire comme l'affaire Epstein pour un service de renseignement, c'est extrêmement dangereux parce que vous avez tout un tas d'agents qui vont, s'ils apprennent que vous avez fait ça, qui vont démissionner. C'est pas une blague. Et Xavier Hofer, qui a formé tout un tas de gens dans le renseignement, qui a formé des gens dans des services étrangers de lutte contre le terrorisme ou de renseignement humain ou autre, avait parfaitement dit, écoutez, là, c'est un vrai problème. Enfin, je veux dire, si ça sort qu'en tant que service, vous avez fait un réseau de viols de petites filles pour compromettre des gens et que vous avez utilisé les moyens du service pour faire ça, vous allez faire imploser votre service. Il avait tout à fait raison. Cependant, là où la vérité est un miroir brisé, c'est qu'il y avait d'autres bouts de miroir qui étaient, attendez, à partir du moment où vous avez de quoi compromettre la totalité du Capitole, la totalité du législatif américain, forcément, vous allez le faire. C'est service ou pas service, c'est juste, vous allez devoir organiser le fameux déni plausible. Vous allez devoir organiser c'est pas nous. C'est pas nous. Nous, on a juste récupéré les infos parce qu'elles étaient là, elles traînaient, il y avait de la lumière, mais c'est pas nous. Et là, on voit que dans l'affaire Epstein, la CIA et le Mossad se sont renvoyés la balle.
Et c'est exactement ce que décrivait Xavier Hofer, c'est-à-dire le Mossad ne peut pas admettre que c'est lui, même à ses propres agents. Je ne parle pas à l'extérieur. Ouais. Par exemple, Naftali Bennett a dit, on n'y est pour rien, c'est pas nous, voilà, bon. Mais même à ses propres agents, ils peuvent pas dire ça. À ses propres agents, ils ont des enfants et tout, c'est pas possible. Leur dire, écoutez, on a organisé un énorme réseau pédocriminel où on a violé des petites filles et des petits garçons pendant 20 ans pour choper, c'est pas possible. Donc, le Mossad renvoie ça à la CIA renvoie ça au Mossad. Et Epstein lui-même avait pas du tout le niveau pour être un agent du Mossad. Ça, c'est certain. Le Mossad, encore une fois, un informateur et un collaborateur, c'est pas pareil qu'un agent. Hein. Une source, c'est un truc, ok. Mais un agent, c'est quelqu'un d'entraîné, c'est quelqu'un de rigoureux. C'est ce que faisait Epstein. Si un agent fait le quart du dixième de ça, il est débarqué à la seconde, pas parce que c'est mal, mais parce que le modus operandi met en danger la vie de tout le monde. C'est un métier ultra dangereux, le métier d'agent de renseignement, et un mec comme Epstein, on ne veut pas l'approcher avec un bâton. Donc, il est clair que lui n'avait pas le niveau pour être agent de renseignement dans sa vie. Par contre, Ouais, mais alors, voilà, il avait atteint une telle position stratégique, et en plus, c'était son rêve. Epstein, son rêve, comme Maxwell d'ailleurs, c'était son rêve d'être reconnu officiellement comme agent de renseignement. Il rêvait de ça. ouais, mais ça, en fait, je vais Et en venir à ça. oui, mais Pardon. donc du coup, Vous avez- ils l'ont utilisé. Ils ont pris, ça coupe encore Est-ce un peu. Alors, pardon. Mm. Est-ce que justement, est-ce que le lien le plus évident entre Epstein et éventuellement le Mossad ou les services secrets militaires israéliens, parce que on a des sources là-dessus, c'est Ghislaine Maxwell et son père, Oui, Robert Maxwell. absolument. Donc ce lien passe par là. Moi, j'ai bien entendu Xavier Hofer dire effectivement un service ne peut pas organiser ça parce que vis-à-vis de ses propres agents, il ne peut pas le faire. Et comme vous le dites en même temps, vous avez ce qui m'étonne beaucoup de la part de Xavier Hofer, qui est passé sur notre antenne, et les gens continuent en ce moment de regarder ses vidéos, et son témoignage est à mon avis extrêmement précieux sur l'affaire Epstein, c'est que de mon point de vue, c'est-à-dire que c'est presque le modus operandi standard des services secrets du XXe siècle. C'est-à-dire que quand on parle du compromat à la russe, on est en plein dans un compromat qui a certes été poussé à l'extrême, qui a certes été fait dans des... mais c'est-à-dire que des exemples, l'exemple le plus bête et simple qui me vient en tête, c'est ce roman Fortitude sur la Deuxième Guerre mondiale qui montre comment les services secrets anglais ont sacrifié des agents. Alors vous me direz, c'est pas des enfants, mais on sacrifié des agents volontairement, en sachant très bien ce qu'ils faisaient, simplement pour faire de la désinformation et pour pouvoir pousser leur bise. Personne ne le savait. Sauf que personne ne le savait. En fait, vraiment, sur quoi j'insiste concernant ce qu'a dit Xavier Hofer, c'est ce concept de la vérité est un miroir brisé. C'est exactement comme quand Didier Raoult dit écoutez, le virus, il n'est pas sorti du labo de Wuhan. Il a raison et il a tort, mais il a raison. Il a raison parce que la version que lui a séquencée, elle a muté dans des réservoirs animaux. C'est certain. Et ça a d'ailleurs sans doute contrecarré les plans des gens qui avaient travaillé sur ce virus, parce qu'on est aussi absolument certain que des gens ont bien fait un virus chimérique, c'est sûr, aussi bien le P4 de Wuhan, etc. Dans l'affaire d'Epstein, c'est la même chose. C'est-à-dire que Xavier, il a un morceau de miroir, et il vous dit, avec ses 40 ans d'expérience, là, si vous voulez faire ce genre de truc, il va falloir mettre tout un tas de fusibles. Alors, il se trouve que Ghislaine Maxwell et Epstein eux-mêmes n'avaient pas le niveau pour être agents, mais vraiment pas. En termes de rigueur, en termes de... etc. Ils l'ont été. Il est clair aussi que le Mossad est dans le coup, mais c'est certain. Il n'y a même pas à réfléchir. C'est sûr. En plus, on a Ehud Barak qui est venu en personne. Et je rappelle que d'abord, Epstein était très pote avec Ehud Barak d'une part, et d'autre part, que même Netanyahou l'a accusé. C'est bon. Et le simple fait que Naftali Bennett dise non, on n'y est pour rien, c'est un aveu. C'est un aveu. Ça y est, c'est terminé. Mais la nuance, c'est de dire en fait, il est tout aussi exact que Epstein et Maxwell étaient fêlés. Mais fêlés des gens avec qui on ne veut surtout pas travailler dans une situation où on risque sa vie, ce qui est le métier d'agent de renseignement. Donc à la fois ils étaient fêlés, avec des trucs, enfin Epstein, une espèce de suprémacisme foireux, il avait une banque de sperme, il voulait créer un maximum de sa descendance et tout, etc.
Donc, et en fait, c'est pas du tout parce que quelqu'un est fils d'agent du Mossad qu'il en a les compétences psychologiques, réelles, etc. Mais évidemment, il y a des liens dans tous les sens. Le père Maxwell, il était l'avocat d'un proche de... comment il s'appelle? J'ai oublié son nom, l'ancien patron de la diplomatie de Biden. L'ancien Pardon. patron... Oui, l'ancien patron de la diplomatie de Biden. Bon, ça y est, ça m'est sorti de la tête. Mais voilà, le secrétaire d'État, donc le Blinken, Anthony Blinken. Anthony Blinken était lié au père Maxwell. Le père Maxwell a peut-être été tué par les services secrets britanniques en revanche d'avoir liquidé la caisse de retraite du Mirror. On se rappelle, le père Maxwell possédait le Mirror, avec en plus une section Mirrorsoft qui a failli racheter Tetris. Une histoire de dingue. Mirrorsoft, la division logicielle du Daily Mirror au Royaume-Uni, a failli racheter Tetris. Donc ce mec était extrêmement bien intégré. Et lui, il avait les compétences et la réserve pour être agent. C'est-à-dire, patience, calme, discipline, etc. Epstein et Ghislaine Maxwell, personne n'aurait voulu être proche d'eux parce que n'importe qui pouvait savoir que ça allait péter. Qu'il faisait tellement n'importe quoi, qu'il laissait tellement des traces partout, qu'il respectait tellement pas le modus operandi d'un agent de renseignement que forcément, tôt ou tard, ça allait péter. C'était sûr. Donc là, de ce point de vue-là, Xavier Hofer a raison. Et derrière ce que dit Xavier Hofer, il y a un autre point. C'est en fait l'hybridation CIA-Mossad par l'État profond américain. Parce que le fait de pouvoir se renvoyer la balle, c'est génial quand on veut cacher des trucs à son propre gouvernement. Tout le monde vous dira que la CIA, c'est devenu un État dans l'État. La CIA, c'est vraiment devenu quelque chose qui s'est indépendantisé, qui s'est autonomisé de l'État américain. Et comment elle peut faire ça ? Elle peut faire ça en contrôlant des hedge funds. Elle a des fonds secrets, la CIA, mais qui ne sont pas du tout votés par le Congrès. Elle a des fonds spéculatifs, des fonds d'investissement qu'elle contrôle elle seule. Elle a même investi dans des sociétés comme Palantir. La CIA possède une branche d'investissement qui s'appelle InQtel et qui est un fonds d'investissement dans les jeunes pousses, dans les startups. Et elle a donc investi dans Palantir, qui aujourd'hui fournit en effet l'armée israélienne en moyens de détection et de ciblage à Gaza. Et elle a investi aussi dans Facebook, dont Facebook, on sait qu'il contrôle WhatsApp. Et WhatsApp, les services iraniens ont dit que WhatsApp était entièrement compromis par les services secrets israéliens. Et ils ont dit entièrement, de A à Z. La même chose d'ailleurs par Pavel Durov. Donc, il est clair que l'autonomisation de la CIA, qui a été créée en 1948, d'ailleurs en même temps que le Mossad, la création de la CIA et la création du Mossad sont quasiment simultanées. Et ces deux agences se répondent l'une à l'autre quand elles veulent cacher quelque chose à leur propre gouvernement. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, quand la CIA veut planquer quelque chose à Washington, elle l'envoie au Mossad. Et quand le Mossad veut planquer quelque chose au Premier ministre en place, ça arrive, il l'envoie à la CIA. Et cette espèce de système de redondance entre les deux services, il crée un état profond complètement hors de contrôle. Et c'est ce qu'on a vu sur Epstein. Parce que là, aujourd'hui, le niveau d'interpénétration, il est tel qu'en effet, on a le FBI qui, du jour au lendemain, a dit non, la liste n'existe pas. La liste n'existe pas. Alors, Kash Patel a été accusé d'avoir été compromis par sa petite amie Alexis Wilkins, dont aujourd'hui Twitter, X, dit qu'elle est un agent et qu'elle l'a retourné. Voilà, pareil pour Pam Bondi, et puis jusqu'à Trump, dont en effet, comme vous l'avez rappelé, c'était une promesse de campagne, et qui dit non, en fait, cette liste n'a jamais existé. Alors ça, vous venez de citer Pam Bondi, je voudrais revenir sur elle, parce que c'est quand même la première à avoir officiellement déclaré oui, j'ai vu la liste et elle existe. Alors, à l'époque où elle l'a fait, il y a eu des théories qui disaient qu'elle l'avait fait parce qu'elle avait été filmée. Elle avait appris qu'elle avait été filmée en train de déclarer ça à son insu et qu'elle avait voulu sortir du bois, elle, avant que ce soit une vidéo qui le fasse à sa place, et que du coup, elle avait été un peu forcée à dire qu'elle a eu cette liste. Et donc, on se retrouve aujourd'hui avec Pam Bondi, qui a quand même déclaré officiellement « j'ai vu la liste, merci les copains », non, la liste n'a jamais existé. On est bien d'accord. C'est le niveau. Pareil pour Kash Patel.
Cash Patel qui C'est dit ça. que Epstein s'est suicidé, alors que c'est complètement faux. Enfin, l'os hyoïde, donc petit os à la base du crâne, qui est fracturé en cas d'étranglement. Le légiste qui a fait, et ça Xavier Hofer en parle très bien, le légiste qui a fait l'autopsie dit mais c'est pas un suicide, c'est pas un suicide, il y a Non, il y a rien. clairement pas. Alors après, est-ce que le corps a été remplacé? Parce que il y a ça aussi. Si jamais Epstein était vraiment un informateur du Mossad, ce qui est certain, certain. Encore une fois, il ne faut jamais confondre agent et informateur. C'est pas une question de bien ou de mal, hein. C'est vraiment une question de formation. Est-ce que le type est rigoureux? Est-ce qu'il respecte les procédures? Toutes les traces que laissait Epstein, il y avait un côté vicelard chez lui. Il laissait des traces dans tous les sens. Un agent, il laisse pas de traces. Un agent, tout ce qu'il fait, c'est de pouvoir disparaître le plus vite possible. Le modus operandi d'Epstein, c'était tout ce qu'il faut pas faire. Et c'est pour ça que c'est sorti d'ailleurs, hein, parce que ça ne pouvait que sortir, vu toutes les traces qu'il avait laissées. Mais si c'était bien un informateur du Mossad, ce qui est certain, beaucoup de gens disent ça aurait été bien pour la crédibilité de l'agence, de l'institut, parce que Mossad ça veut dire institut, qu'il le fasse exfiltrer et qu'il remplace son cadavre par un SDF de New York, quelqu'un de ressemblant. Enfin, ça s'est déjà fait. On n'est pas dans James Bond, hein, c'est des trucs qui ont déjà été faits. Vous parliez de Fortitude, etc. On se rappelle de l'opération Mincemeat par laquelle les Britanniques ont récupéré un SDF à Londres, l'ont habillé en officier et l'ont envoyé au large des côtes espagnoles. Je vous laisse me remettre dans le... Oui, pardon. Voilà. Je disais, on se rappelle donc de l'opération Mincemeat par laquelle les Britanniques avaient récupéré un SDF qui était mort d'un suicide à la Morora. Il l'avait donc habillé en officier britannique. Il lui avait mis des coupons de tickets d'opéra, une photo de sa girlfriend dans les poches. Et voilà. Et il l'avait fait passer pour une source. Et ils avaient réussi à intoxiquer les Allemands avec. Donc, en Espagne. Eh ben, c'est tout à fait possible, hein. La possibilité d'avoir remplacé le cadavre d'Epstein, enfin d'avoir remplacé Epstein par un faux cadavre est tout à fait envisageable. C'est pas du tout quelque chose. Il y a des précédents dans l'histoire du renseignement et ça ferait sens. Il est clair que les vidéos qui ont été publiées ne sont pas honnêtes, sont déloyales, hein. Il y a des minutes qui ont été coupées, n'importe qui pouvait le voir. Donc aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est qu'en effet, l'affaire Epstein, elle est exactement comme la fameuse affaire Total Elfina. Je vous rappelle que Charles Pasqua, à la buvette du Sénat, je crois que c'était des journalistes de Marianne à l'époque qui en étaient témoins, avait dit on ne peut pas rouvrir l'affaire Total Elfina. Et un juge d'instruction était passé par là, il lui avait dit non mais vous allez vous prendre une commission rogatoire, ce que le français moyen appelle un mandat d'arrêt, hein. Un mandat, les mandats ça existe qu'à la poste, et vous allez vous prendre une commission rogatoire et vous allez voir que c'est possible. Et Pasqua s'était retourné, il avait dit on ne peut pas rouvrir l'affaire Total Elfina parce que dedans il y a de quoi faire sauter 17 fois la République. Et il avait raison. Ça Loïc fait... Le Floch-Prigent nous a quittés. Ouais. Je Ouais. vous écoute. Pardon, ça me fait rire ce que vous dites là, parce que sur l'affaire Total Final, justement, on a une liste aussi. On a une liste de tous les gens qui ont... alors là, je parle plus particulièrement aux frégates de Taïwan et aux rétrocommissions de Taïwan. Et il y a... fusible, bien sûr. Ouais. Et oui, il y a toujours cette liste. Mais on a des fusibles dans l'affaire Epstein aussi. Enfin, je rappelle que Ghislaine Maxwell, elle est en tôle, hein. Elle a trafiqué des enfants à personne. Ouais. Elle est en tôle. Donc on a des fusibles dans l'affaire Epstein aussi. Epstein, il est mort ou exfiltré, mais c'est un fusible aussi du coup. Et le prince Andrew, il a filé 12 millions à personne, puisqu'il n'avait rien fait, puisqu'il n'y a personne. Donc il y a eu des fusibles, il n'y a pas de problème, hein. Mais l'affaire aussi bien des frégates de Taïwan, où c'est Christine de Viégeancourt qui a servi de fusible de façon dégueulasse, ou l'affaire des attentats de Karachi, où on sait très bien que c'est pour les rétrocommissions des ventes de sous-marins au Pakistan qu'il y a eu cet attentat sur des citoyens français où Marc Trévidic n'a pas pu mener son enquête à bien à cause des obstructions qu'il a connues. Et l'affaire Total Elfina, encore une fois, Loïc Le Floch-Prigent est décédé récemment. C'était quelqu'un de remarquable, qui avait parfaitement compris la politique énergétique française. Il a servi de fusible aussi, on le sait. On le sait. Et il a servi doublement de fusible parce qu'en plus, il s'opposait à Dominique Voynet. Et c'est Eva Joly qui l'a pilé, avec un conflit d'intérêts qui est assez remarquable, hein. Eva Joly, futur cadre des Verts, alors que Le Floch-Prigent attaquait la patronne des Verts à l'époque, Dominique Voynet, qui était dans le gouvernement Jospin. Mais bref. Donc, c'est la même chose là pour l'affaire Epstein. Ils peuvent pas. D'ailleurs, la légende dit dans l'affaire Total Elfina que l'info est remontée, enfin que la citation de Pasqua est remontée aux oreilles de Dick Cheney,
et que Dick Cheney aurait dit, donc là c'est une légende, hein, j'ai pas autant pour ce qu'a dit Pasqua, c'est complètement devant témoin. Là, ce que je vous raconte sur Dick Cheney, c'est la légende qui circule dans les milieux pétroliers. Et Dick Cheney, donc patron d'Hallyburton et patron de différentes sociétés pétrolières ou liées à l'industrie pétrolière, via notamment George Bush père, même s'il s'est beaucoup opposé à lui, George Bush père qui a fait toute sa carrière dans le renseignement et le pétrole. Et ben Dick Cheney aurait dit vous êtes des petits joueurs en France, parce que dans l'affaire ConocoPhillips, il y a de quoi faire sauter 37 fois l'État fédéral. Donc, des affaires qui ont de quoi faire sauter l'État fédéral, il y en a plein. Que ce soit donc les affaires industrielles, pétrole, etc. L'assassinat de Kennedy, tout simplement. L'assassinat de Kennedy, je vous rappelle que parmi les trucs qui ont réussi à sortir, vous avez la preuve matérielle que George Bush père, qu'on appelait Poppy Bush quand il était dans le renseignement, et qui a été patron de la CIA, George Bush père était présent à Dallas le jour de l'attentat, alors qu'il travaillait pour la CIA. Il me dirait, OK, why not? Sauf que la CIA, elle ne s'occupe pas de la protection d'un président de la République, hein, donc il n'avait rien à foutre là, mais surtout, il a dit en commission d'enquête qu'il ne se rappelait pas où il était le jour de l'assassinat de Kennedy. Alors qu'on a la preuve qu'il y était et qu'il bossait pour la CIA et qu'il détestait Kennedy et qu'il était proche d'Allen Dulles, qui est 100% sûr le commanditaire de l'assassinat de Kennedy. Et on revient d'ailleurs à certaines déclarations qui ont été faites par Jacques Beau. Et on revient au fait que la vérité est un miroir brisé. Jacques Beau a dit, avec un euphémisme d'officier de renseignement tout à fait professionnel, il a dit c'est d'autres services. En fait, il voulait dire le Mossad. Et il est vrai que le Mossad avait 45 000 raisons de vouloir faire buter Kennedy, pas de problème. Sauf que là, on revient, la vérité est un miroir brisé, au lien entre la CIA et le Mossad. Si vous êtes la CIA et que vous voulez faire buter un président en exercice, il y a 2 ou 3 choses que vous allez devoir dissimuler en dehors du territoire américain. C'est certain. Et donc, si vous avez un autre service de renseignement qui est prêt à collaborer avec vous sur ce dossier et qui a des raisons de le faire, qui a des raisons de collaborer avec vous, parce qu'il veut se faire Kennedy, eh ben c'est parfait. Et vous faites une opération CIA-Mossad pour buter Kennedy. Ce qui a été fait. Mais à l'époque, le Mossad n'était pas du tout assez puissant pour buter Kennedy tout seul. Pas du tout. D'ailleurs, il y a tout un... Si le Mossad avait pu buter Kennedy, mais dites-vous bien qu'il aurait fait troncher De Gaulle 45 fois. Et pas que. Et tout un tas d'autres personnes. Bah oui, mais De Gaulle, c'est l'OAS. On peut... Oui, c'est ça, parce que... Attendez. Je vous coupe 30 secondes, parce que sur De Gaulle... Je ne vois pas, je ne sais pas quand vous voulez intervenir. Attendez, je vous mets... Est-ce que c'est mieux comme ça? Pardon. Oui. Ce que j'ai, c'est De Gaulle, au moment du coup d'État des généraux, on a le Kennedy, qui a appelé Luc Alphand, l'ambassadeur de France aux États-Unis, pour lui dire directement je sais que la CIA est impliquée dans le coup d'État, je n'y suis pour rien. Voilà, on a ça absolument dans les archives cachées. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était la CIA, c'était pas le Mossad. À l'époque, on est dans les années 60, le Mossad n'a pas du tout les moyens de faire ça. Pas du tout. Ça va venir bien après, ça. Et puis, c'est très dangereux. Enfin, faut comparer les budgets de la CIA et du Mossad. Les moyens, ça n'a rien à voir. La CIA, c'est un État dans l'État. C'est un État dans l'État. Elle a des hedge funds, elle a des fonds de pension qu'elle contrôle, elle a des sociétés écrans. Les gens ne se rendent pas compte. Parce que le crétin moyen, il se dit non, mais j'ai pas vu ça dans les actes du Congrès. Voilà, le budget de la CIA, il est voté au Congrès, donc voilà le budget. Ben oui, l'abruti moyen, il pense ça. Il n'a pas compris que le principe de la CIA, c'est que c'est un service secret et que ses activités sont secrètes. C'est son métier. Et le fonctionnement, mais comme on le voit d'ailleurs avec le Mossad, la création de sociétés écrans. Quand le Mossad a falsifié les beepers, enfin a fait des contrefaçons de beepers pour le Hezbollah, ils avaient des sociétés écrans, notamment en Bulgarie, notamment à Taïwan, etc. Quand ils ont infiltré des drones en Iran, ils ont fait ça via des sociétés écrans. Quand ils ont infiltré les logiciels iraniens, ils ont fait ça via des sociétés écrans basées en Inde. Donc ils ont créé plusieurs sociétés écrans en Inde qui ont fait des mises à jour, qui se sont retrouvées à fournir les moyens iraniens. C'est comme ça que fonctionne un service de renseignement. Eh ben, la CIA, c'est ça fois 100. Eux, c'est mondial. Ils ont des sociétés écrans au Pakistan, à Singapour, au Bangladesh. Certains disent d'ailleurs que Barack Obama a travaillé pour une de ces sociétés écrans au Bangladesh, puisque Barack Obama était un agent de la CIA. La promotion d'ailleurs préférée de la CIA vers l'État, c'est via le Sénat.
Donc, typiquement, la CIA va coopter des gens, les aider dans leur campagne, les aider à devenir sénateurs. Ça a été le cas pour Ted Cruz et ça a été le cas pour Barack Obama. Donc, dans le cas de Kennedy, à l'époque, oui, déjà, la CIA était hors de contrôle. Et Kennedy avait dit qu'il voulait l'éparpiller en 1000 morceaux, c'est le terme qu'il avait employé. Et la CIA, déjà à l'époque, pouvait faire chanter le FBI. La CIA, le FBI ne pouvait rien faire contre elle. Et ça, c'est pas anodin. Il y a eu un bras de fer entre les deux services qui a été gagné par la CIA parce que le FBI est beaucoup plus vieux. Je rappelle que l'ancêtre du FBI a quand même été créé par un descendant de Napoléon III. Donc, c'est le prototype du Bureau of Investigation qui allait devenir le Federal Bureau of Investigation et qui allait être dirigé par Monsieur Hoover, qui était archiviste de formation, a été fondé par un descendant de Napoléon III, et donc bien plus ancien que la CIA, avant même que l'OSS soit créé, fondamentalement. Et la CIA, ce que disent plusieurs journalistes d'investigation, le moyen qu'elle a eu de récupérer le contrôle sur le FBI, ça a été via Frank Costello, qu'on appelait le premier ministre de la mafia à l'époque, donc le parrain de la famille Luciano, qui allait devenir la famille Genovese. Et Frank Costello avait des photos de la vie sexuelle compliquée de J. Edgar Hoover, plus précisément des photos de lui en porte-jartel et en pleine action, et avait de quoi le faire chanter. C'est ce que disent plusieurs journalistes, dont un qui l'a publié dans un bouquin, j'ai oublié son nom là, que je l'ai pas de tête. Et que depuis cette époque, le FBI ne peut pas s'opposer à la FBI, à la CIA, pardon, FBI, voilà, c'est un lapsus révélateur. Et d'ailleurs, Xavier Hofer disait, le FBI et la CIA l'appellent famous but incompetent. Famous but incompetent FBI. Donc, si là aujourd'hui tout montre que si c'est bien un complot, parce que bon, bien sûr, hein, c'est comme l'explique très bien Monsieur Maffezoli, voilà, aujourd'hui complotiste, ça veut dire intelligent, ça veut dire personne qui réfléchit, ça veut dire cartésien fondamentalement. C'est pas parce que on a 2 ou 3 officines sulfureuses qui ont décidé de transformer ce mot, qui d'ailleurs a été popularisé par la CIA pour attaquer tous ceux qui remettaient en question la commission Warren. Hein. Le mot complotisme, dans l'histoire de l'usage des mots, notamment en philologie, il explose en termes d'usage après la commission Warren, où la CIA va le promouvoir. Et pour les personnes qui se diraient mais non, mais c'est un peu tiré par les cheveux, la CIA pourrait pas faire ça. Alors revoyez vos classiques, parce que la CIA, c'est l'opération Mockingbird, dans laquelle le patron de la CIA appelait les journalistes ses Mighty Wurlitzer, Wurlitzer marque de jukebox. Donc il appelait littéralement des journalistes ses tout-puissants jukebox. C'est comme ça qu'il les appelait, le gars dont on interview devant témoins. Et derrière, on a bien sûr un cas très particulier qui est Jackson Pollock. On a la preuve que Jackson Pollock a été promu par la CIA, que les œuvres de... Et c'est complètement confirmé. Hein. C'est même le Guardian en a parlé. Pardon ? Et en fait, comme ça coupe, je précise juste... Excusez-moi. Je vous ai pas entendu. Je précisais juste qu'on parlait du peintre. Oui, du peintre, Jackson Pollock, absolument. Le peintre, entre guillemets, puisqu'effectivement, certains parlent davantage de gribouillage que de peinture, mais je vois que dans le chat, on me reproche le côté monologue. Je suis désolé, la connexion est pas bonne, donc j'essaie de conduire. Ouais. Mais donc, juste pour terminer, Jackson Pollock, c'est factuel que la CIA l'a fait monter avec des critiques d'art pour réduire l'influence des communistes dans l'art contemporain aux États-Unis. Donc, si les gens se disent « Non mais attendez, la CIA pourrait jamais faire ça », bah, c'est que vous connaissez pas l'histoire de la CIA. Elle a fait bien pire. Alors, je suis désolé pour ces problèmes de connexion, c'est-à-dire que j'ai pas l'habitude. Est-ce que vous m'entendez, Idriss ? Ouais, c'est bon. Ah, bon. Je voudrais juste revenir sur Jeffrey Epstein et revenir sur votre image du miroir brisé, notamment sur une partie qu'on entend un peu moins parce que on est moins dans le... C'est qu'il y a aussi toute une partie de chantage financier dans le modus operandi de Jeffrey Epstein. C'était qu'une fois qu'il avait ces images compromettantes, derrière, il faisait chanter ses clients d'une manière assez futée. Qui disait, mais plutôt que de demander des pots de vin ou quoi que ce soit, il disait, j'ai une société de gestion,
Et donc, vous allez me donner 3, 5, 10 millions, un certain nombre, sous gestion que vous allez mettre. Et puis, évidemment, je vais vous facturer des frais hallucinants. Je vais vous facturer 10% de frais, je crois que c'était à peu près ça en moyenne. Et puis, je vais évidemment pas gérer votre argent. Je vais vous mettre ça sur un tracker du S&P 500, comme ça c'est fait. Ce qui paradoxalement est un des fonds qui a plutôt bien marché sur la période où il faisait ça, parce qu'on pouvait pas faire tellement mieux que de se mettre sur le S&P 500, mais que on peut tout à fait imaginer, parce que vous disiez, mais Jeffrey Epstein, c'était un mec qui avait pas inventé, il n'avait pas inventé l'eau chaude, ce qui est vrai. Hein, quand on regarde sa trajectoire, il n'a pas fait beaucoup d'études, et après ça, même au-delà des études, il a jamais brillé par son génie, mais il a plutôt brillé par C'est surtout avec ce côté Jeffrey absolument Epstein, si vous me implacable. permettez. Ouais, le point important avec Jeffrey Epstein, où là, Xavier Hofer a 100% raison, c'est que quelqu'un qui a zéro impulse control, quelqu'un qui a zéro self-control, vous ne pouvez pas monter en opération avec lui. C'est mort. C'est vraiment aussi simple que ça. Et quelqu'un qui n'arrive pas à se contrôler, qui n'arrive pas à contrôler sa luxure, ses pulsions, sa colère, etc. Et puis ses daddy issues aussi. Il y a tout le côté vraiment freudien chez Epstein et chez Ghislaine Maxwell, qui s'est retrouvée dans les bras d'Epstein par les relations qu'elle avait, qui étaient très compliquées avec son père. Donc là, clairement, le problème avec Epstein, c'était ça, c'est que le gars avait zéro self-control. Et encore une fois, dans les services, c'est juste pas possible. On peut s'en servir, on peut se servir de quelqu'un qui a zéro self-control, pas de problème, mais monter une opération avec lui, même pas en rêve, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui vont crever. Ouais, mais c'est là où on voit que lui, il avait aussi son intérêt propre à faire son compromat financier. Donc on a probablement quelque chose avec comme énormément de vitesses différentes qui se mettent les unes sur les autres, qui fait qu'on a cette espèce de monstre dans lequel on a probablement une immense partie démocrate comme républicain de l'intelligentsia américaine qui est compromise pour que qu'on ait un gouvernement démocrate ou républicain, le truc finalement ne sort pas. Même Trump, qui en avait fait sa promesse de campagne, est en train de buter dessus. Et je voudrais revenir là-dessus. C'est-à-dire que sur ce côté, dans quelle mesure ce revirement de Trump l'affaiblit encore plus. C'est-à-dire qu'on a vu que sur l'affaire iranienne, sur la guerre entre Israël et l'Iran, il a perdu énormément de soutien. Le Trump pacifiste du premier mandat a disparu. Et là, on a l'impression qu'il est en train de perdre sa base parce qu'il avait fait cette promesse et que sa base l'avait écouté et dit bah, maintenant, mon coco, est-ce que Trump, aujourd'hui, est en risque véritablement de perdre sa base, et éventuellement, deuxièmement, là, à un niveau beaucoup plus supérieur, qu'on ait un impeachment à la fin de ce truc-là? Alors, un impeachment, je crois pas, parce qu'une destitution, il a déjà survécu à 2, ça pourrait pas aller bien loin. Le Parti démocrate lui avait tout balancé. Mais par contre, la perte de crédibilité, c'est certain. Tout se paye. Et là, toute sa base qui se disait, attendez, ça va aller super loin, etc. Il va nettoyer le marais, le terme qu'on utilise. Bah, se dit, s'il vient de se coucher de la façon la plus lamentable sur Epstein, on peut lui faire confiance sur rien. Parce que pour qu'il mente à ce point-là, en disant non, mais l'affaire Epstein est une invention de Barack Obama. What? Il a quand même dit ça sur Truth Social, son réseau social à lui. Donc c'est ce qui fait qu'il a perdu le soutien des Trumpistes historiques ou des Trumpistes déterminés dont Musk faisait partie. Et ça y est, Musk a décidé de créer son propre parti politique. Donc Musk ne soutient plus Donald Trump, même s'ils sont plus en guerre ouverte comme il l'était au début, mais il le soutient plus. Alors qu'il y a même pas un mois, Trump lui remettait les clés de la Maison-Blanche dans un geste symbolique. Hein, c'est quand même Dallas, le truc. Et clairement, Tucker Carlson, Steve Bannon, tous ces gens-là se disent, bon, Trump, s'il a cédé sur le dossier Epstein, c'est qu'il va céder sur tout le reste. Alors, il y a une caricature qui a circulé sur X. J'aurais aimé vous la retrouver. Là, ça va être dans le feu de l'action un peu trop compliqué. Où les soutiens de Trump ont fait une caricature où on voit Trump en train de déminer plein de trucs. Donc, il est autour de tout un tas de bombes. Et il y a une bombe qui s'appelle l'affaire Epstein. Et quand on dézoome, on voit qu'il ne veut pas couper le fil. Et quand on dézoome, c'est parce qu'il y a plein d'autres bombes qui sont reliées.
Et c'est ce qu'une certaine partie des Trumpistes essaie de présenter aujourd'hui. Ils disent, en fait, c'est un compromis, parce que c'est vrai qu'en politique, tout est un compromis. Bon, c'est un compromis, il y a des trucs plus importants. Alors, François Asselineau et François Martin ont eu une analyse très intéressante. On dit quand même sur Israël, il faut reconnaître que Trump, quand on analyse bien ce qu'il a fait dans cette fameuse guerre des 12 jours, a réellement antagonisé Netanyahou. C'est un fait. Après, c'est toujours un tango, hein, 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Bon, et c'est surtout avec les relations entre Washington et Tel Aviv. Mais Trump a fait mine de protéger Israël, etc. Puis au final, il a empêché, même enrayé, le principal objectif de guerre de Netanyahou, qui était un changement de gouvernement. Ce que voulait Netanyahou, c'était une invasion américaine de l'Iran. Il le veut depuis 40 ans, notez-le bien. Hein. Depuis la guerre Iran-Irak, il veut ça. Depuis la guerre Iran-Irak, Netanyahou veut que les États-Unis interviennent physiquement en Iran. Le problème, c'est que l'armée américaine ne peut pas. Et là, c'est très simple. L'armée américaine n'est pas du tout en position de monter une intervention en Iran. Elle peut faire des bombardements, elle peut envoyer des missiles, mais envoyer des soldats pour occuper le terrain, c'est mort. Mais c'est vraiment complètement mort. La même armée américaine qui s'est pris une branlée en Afghanistan, l'Iran, c'est l'Afghanistan sous stéroïdes. L'Iran, c'est 4 fois l'Afghanistan en termes de potentiel topographique, militaire, etc. Même plus de 4 fois, plutôt 5 à 10 fois. Donc les États-Unis qui se sont fait déglinguer en Afghanistan, on se rappelle des images avec l'avion qui part, etc., peuvent absolument pas aller dans un Iran qui reçoit quand même des armes chinoises et des armes russes et qui a beaucoup plus de montagnes que l'Afghanistan. Donc là, aujourd'hui, Trump a quand même réussi à antagoniser Netanyahou. Mais sur les autres sujets, on voit qu'il a trahi des promesses, quoi. Aussi bien, par exemple, sur la réserve de Bitcoin. La réserve de Bitcoin, elle est pas là. D'aucuns disent qu'elle ne sera jamais là. Que la seule chose qui va faire monter le Bitcoin, c'est justement la débilité de la dette, parce que ça aussi, c'était une autre promesse de Trump. Ne pas faire tourner la planche à billets. Ne pas continuer avec la masse monétaire, l'indice M2, dont d'ailleurs le Bitcoin le suit avec quelques mois de retard. Hein. Et bon, ça, c'était une promesse de campagne, créer un fonds Bitcoin et, et commencer à désendetter l'État américain. Il l'a complètement trahi. Et le pire, c'est que la trahison, dans le cas de Musk, enfin, on voit Trump en tant que politicien. C'est-à-dire, la gratitude, ça n'existe pas en politique. Il faut être très clair. La gratitude, ça n'existe pas. N'importe quel politicien le sait. La gratitude, regardez, par exemple, Chirac et Séguin. Bon, Séguin, sans Séguin, Chirac n'était pas là, quoi, tout simplement. Dans la pire période avec Balladur, Chirac était cuit, c'est Séguin, ce qui fait d'ailleurs que les Guignols ont fait cette parodie de Pulp Fiction, où c'est Séguin qui tient le flingue. Bon, il me semble pas que Chirac ait particulièrement favorisé la carrière de Séguin dans les années qu'on suivit. Hein. À partir de la dissolution, tout est parti en vrille. Eh ben, Trump et Musk, c'est ça. Il l'a lâché en race campagne, alors que Musk a vraiment pris des balles pour lui. Donc aujourd'hui, oui, je crois que sa crédibilité, elle est extrêmement basse. Alors certains continuent à y croire en se disant la métaphore de la bombe dont je vous ai parlé, c'est-à-dire voilà, il est entouré de bombes, il doit tout désamorcer, donc il doit en permanence faire des compromis et des compromis. Et les meilleurs compromis à faire, c'est la réserve Bitcoin et les dossiers Epstein, parce que c'est vrai que ça n'a pas changé la face de la géopolitique mondiale face à l'Ukraine, face à l'Iran, face à Israël, face à tout le reste. Enfin, n'empêche que en 3 mois, il a trahi déjà 4-5 promesses centrales de sa campagne. Je voudrais revenir, pardon, je profite de ce que vous dites, de faire une petite digression. Là, on vient de parler pas mal du Moyen-Orient et donc de cette fameuse guerre des 12 jours. Moi, il y a quelque chose qui m'inquiète beaucoup dans la situation actuelle depuis une petite dizaine d'années, mais que je vois pas beaucoup circuler, c'est que on a un équilibre dans la région qui est brisé, qui est que historiquement, les États-Unis sont l'allié à la fois d'Israël, on en a suffisamment parlé depuis une demi-heure, mais aussi de l'Arabie Saoudite, là pour des raisons de pétrodollars. Et que depuis une petite dizaine d'années, on a quelque chose qui quand même est assez nouveau, qui est une alliance de fait entre Israël et l'Arabie Saoudite, qui fait que on n'a plus en Moyen-Orient, on a cassé l'équilibre des forces et que on arrive à un moment où moi je suis extrêmement inquiet parce qu'on n'est plus du tout dans une époque des accords de Camp David ou dans ces moments-là. On est dans un moment où tout d'un coup les États-Unis se retrouvent à
à mettre toutes leurs forces du même poids, du même côté de la balance, et qu'on peut avoir, à mon avis, on est en train de vivre un déséquilibre qui peut aller sur des choses encore beaucoup plus graves que ce qu'on est en train de vivre. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez, parce que c'est pas une analyse que je vois beaucoup. Mais en fait, quand il y a eu le rapprochement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, beaucoup de gens, dont votre serviteur, avaient dit reste à attendre de la réaction de la CIA. Reste à attendre la réaction de Washington parce qu'ils peuvent pas laisser passer ça. Et en effet, ils l'ont fait avec une grande discrétion, dans la continuité, mais aujourd'hui, les relations Arabie Saoudite-Iran, elles sont retournées à ce qu'elles étaient il y a 10-15 ans, quoi. Donc de ce point de vue-là, c'est quand même une preuve de ce que les États-Unis ont voulu protéger leurs intérêts dans la région. Le lien entre l'Arabie Saoudite et Israël, bon, il y en a beaucoup. D'abord, Jared Kushner reçoit les deux. Donc, le gendre de Donald Trump, Jared Kushner. Netanyahou vient dormir chez lui. Et le roi d'Arabie Saoudite, enfin le prince MBS, le prince héritier, mais qui est l'homme fort de l'Arabie Saoudite, vient dormir chez lui aussi. Déjà, ça fait bizarre. Et à un moment donné, ça va poser un problème. Parce que la ligne de l'actuel gouvernement Netanyahou, dont d'ailleurs les Haredim lui ont retiré leur confiance, discrètement, parce qu'ils voulaient commencer à les envoyer à la guerre. Et pourquoi ils voulaient commencer à les envoyer à la guerre? Parce que aujourd'hui, les réservistes rentrent pas le samedi soir, après Shabbat. Aujourd'hui, les militaires, beaucoup de militaires professionnels en Israël disent stop, ce que vous faites, ça ne nous concerne pas, et c'était pas dans notre intérêt, dans l'intérêt de la nation, etc. Donc Netanyahou a d'énormes problèmes de ce point de vue-là, et du coup, il a perdu le soutien des Haredim. Or, Netanyahou est un révisionniste, c'est-à-dire qu'il considère que le territoire israélien s'étend à la Jordanie et à une partie de l'Arabie Saoudite. Donc là, il y a un problème. Bon, le prince Mohammed Ben Salman, il est au minimum aussi bien informé que moi, vous en faites pas pour lui. Donc, il est au courant qu'à un moment donné, le but de Netanyahou dans la vie, c'est le grand Israël, c'est d'avoir une partie du territoire saoudien, une partie du territoire égyptien, la totalité du territoire jordanien et une partie du territoire irakien, ainsi qu'une partie du territoire turc et la totalité du territoire syrien. Ce en quoi il est en train de positionner des pions, d'ailleurs. Donc ça va poser un problème tôt ou tard entre l'Arabie Saoudite et Israël, je veux dire, et l'administration Netanyahou. Vous avez d'autres partis politiques en Israël, comme celui d'Ehud Olmert, mais qui existe quasiment plus, c'est les travaillistes, ou celui d'Yair Lapid, qui sont pas du tout favorables au projet du Grand Israël, et qui l'ont dit de façon publique. Mais alors il y a déjà ça. Ensuite, l'autre point, c'est la destruction du dôme du Rocher. Vous avez une frange extrémiste et minoritaire en Israël qui veut raser le dôme du Rocher et raser la mosquée d'Al-Aqsa. Ça, ce qui n'est pas forcément la même chose que reconstruire le troisième temple. Parce que bon, n'importe qui est un peu intelligent, c'est que bon, un peuple de mathématiciens, normalement, il doit pouvoir se débrouiller pour faire un plan où il y a les trois sur le même endroit. C'est faisable. Mais c'est pas ça l'idée, en effet. L'Institut du Temple, par exemple, qui est basé aux États-Unis, c'est pas ça son projet. Or, le prince d'Arabie Saoudite, techniquement, c'est comme le roi de Jordanie, est protecteur des lieux saints. Ça fait partie de ses attributions. Si jamais demain le dôme du Rocher devait être dynamité, mais la totalité du monde musulman, il serait prêt à marcher sur Israël physiquement avec un bâton. Donc ça, le prince d'Arabie Saoudite sait que tôt ou tard, c'est quelque chose qui va poser un problème, quoi, géopolitiquement, tant qu'on a ce genre de frange au pouvoir. Donc, en conclusion, la raison pour laquelle il collabore, c'est qu'il a très très peur d'être renversé. Et il avait même dit à mon confrère Étienne Gernel, le patron du Point, qu'il avait rencontré, et il avait dit « J'aime beaucoup Game of Thrones, mais il y a trop de rois qui meurent dans cette série. » Et il est conscient de ça, je veux dire, MBS, c'est la France de Philippe Auguste, quoi. Il y a beaucoup de rois qui meurent, mais il y a beaucoup de princes qui meurent. Donc il est conscient de ce que tout prince qu'il est, il est sur un siège éjectable, et que alors le Mossad peut le dégager à peu près quand ils veulent, quand il a vu ce qui s'est passé en Syrie, honnêtement, si jamais il s'aliène le Mossad peut organiser un coup d'État en Arabie Saoudite en 18 mois. Grand max. Il faut l'autorisation des États-Unis, mais ils peuvent. Donc,
Voilà, je pense que c'est la raison pour laquelle aujourd'hui il fait un numéro de funambule, puisque de toute façon il n'a pas de puissance ni militaire, ni politique, ni diplomatique réelle dans la région. Et c'est assez étonnant parce que là, vous êtes en train de décrire une sorte de toute-puissance, d'une certaine manière, du couple Amérique-Israël. Et en même temps, on est en train de voir monter la Chine, les BRICS, la Russie, et que, d'une certaine manière, on peut aussi avoir une lecture de l'action américaine depuis un demi-siècle, qui est celle de n'avoir fait que perdre ces guerres. En gros, depuis le Vietnam, et même un peu avant, si on veut remonter, les États-Unis n'ont fait que perdre leurs guerres. Comment est-ce que vous voyez un peu l'évolution alors, je veux dire, on sort un peu du sujet initial qui était Epstein, mais mine de rien, on est un peu là-dedans. Quelle est l'évolution de l'influence américaine dans le monde plutôt à une génération qui a 3 ou 5 Donc, ans, je réponds aux commentaires à mon avis, rapidement. c'est à ce niveau-là. Désolé, Clotilde Verguet, c'est pas moi l'invité. Hein. On a c'est moi l'invité, pardon. C'est moi l'invité. On n'est pas sur ma chaîne, d'accord. Oui. Je suis l'invité de Toxin là. Voilà. Puisque comme on a certains problèmes de voilà, pour la continuité, on fait notre job, mais c'est moi l'invité, tout va bien. Donc, pour reprendre votre question, non, en fait, c'est pas du tout une toute-puissance, hein, c'est vraiment une puissance relative. D'ailleurs, il suffit, enfin, je recommande à tous d'écouter cette conférence de Yossi Cohen, le patron du Mossad à l'époque, qui a été nommé par Netanyahou et qui est totalement bibisti, totalement pro-Netanyahou. Et Yossi Cohen, quand il parle de Poutine, c'est chaud. Hein. Il dit non, mais là, ce qu'on vous raconte en Occident sur Poutine, c'est n'importe quoi. Il est là jusqu'en 2036. On peut rien faire. Enfin, le Yossi Cohen, qui est pourtant quelqu'un d'extraordinairement puissant, c'est un des mecs qui a fait chanter le patron de la IEA. C'est un des mecs qui a fait un compromat au juge de la Cour internationale de justice, la Karim Khan, enfin, la Cour pénale internationale, pardon, qui a fait inculper Netanyahou. C'est quelqu'un de très puissant, Yossi Cohen. Et pourtant, il dit non, mais les services russes, rigolez pas avec eux, parce qu'en fait, les services russes, quand ils veulent vous infiltrer, ils vous mettent un rabbin qui connaît le Talmud par cœur, qui le connaît mieux que vous, et vous n'allez pas le détecter. C'est ça, un espion russe, ça ressemble à ça. Hein. Je veux dire, je vous renvoie à Anthony Blunt. Anthony Blunt, le mec, c'était le conservateur des collections royales de peinture, donc de la reine d'Angleterre. C'était un agent du KGB. Donc, c'est pour ça que c'est toujours marrant quand on nous dit qu'on est des agents russes. L'agent russe, n'importe qui s'y connaît en renseignement, il sait que c'est littéralement le dernier type que vous allez soupçonner sur Terre. C'est ça leur métier, quoi. Avec un faux passeport canadien, avec un certificat de naissance d'un mec qui en réalité est mort à la naissance. Enfin, vous regardez l'histoire de l'espionnage russe, les services russes, c'est les services les plus professionnels au monde en termes d'usurpation d'identité, de récupération, de couverture de légendes, en fait. Les légendes, c'est eux qui les ont inventées. Enfin, par les partis communistes de différents pays, ils vous récupéraient des certificats de naissance qui allaient servir 20 ans plus tard. Donc, eux, c'est des vrais déglingos. Et de ce point de vue-là, eh bien, les services israéliens reconnaissent tout à fait que non, BRICS, c'est du sérieux. Hein. Infiltrer la Chine, ça se fait pas comme ça. Infiltrer la Russie, ça se fait pas comme ça. Pourtant, il y a une énorme communauté juive en Russie, mais les services russes, il y a aussi une énorme communauté russophone en Israël. Et les Israéliens savent bien que les risques d'infiltration les plus grands de très loin, ce sont de faux juifs qui sont venus à l'effondrement de l'URSS ou même avant, avec les refusniks, ceux qui se faisaient refuser leur visa. Refusnik, ça veut dire deux choses. Hein. Soit quelqu'un qui refuse de servir Tsahal, soit quelqu'un qui n'avait pas eu son visa de sortie de l'URSS à la fin de l'URSS pour aller en Israël. Et les services israéliens savent très bien que les vrais dangers d'infiltration, ils sont là. Hein. Que voilà, c'est un mec rabbin, de famille de rabbins, qui connaîtra absolument par cœur toute la tradition, toute la culture juive et qui sera en réalité un agent russe. Ça, c'est le level que les Russes possèdent. Donc, en effet, c'est complètement relatif, je suis d'accord. C'est en Occident qu'on pourrait parler de toute puissance, entre guillemets, qui est toujours une puissance relative. La toute puissance, ça n'existe pas. Il suffit de regarder d'ailleurs ce qui s'est passé dans cette fameuse guerre des 12 jours. Il n'y a pas eu du tout une toute puissance hein, d'aucun côté. Donc, c'est en effet relatif. En effet, les BRICS montent. D'ailleurs, pour conclure, Israël l'a très très bien compris, d'où son alliance avec l'Inde. L'alliance naturelle aujourd'hui d'Israël dans les BRICS, c'est l'Inde. Et pour contrebalancer entre guillemets les BRICS, c'est l'Argentine. Javier Milei a été élu avec un soutien tout à fait officiel du Rabat de Lubavitch,
et a une position qui équilibre le Brésil dans la région, ce qui est un coup normal de la diplomatie israélienne, qui était assez prévisible en réalité, parce que c'est ce que doit faire une diplomatie. Nous, évidemment, en France, on a oublié, parce que, comme l'expliquait François Asselineau dernièrement, les accords de paix en RDC, qui est quand même un pays francophone, ont été faits par les États-Unis. Voilà. Bon, c'est terminé, la diplomatie française, on plie les Gaules. Bon. Mais, sans mauvais jeu de mots, avec le général. Mais donc, Israël a parfaitement compris la montée des BRICS, d'où le fait qu'Israël ait joué un rôle dans l'élection de quelqu'un qui était anti-BRICS en Amérique du Sud. Parce que les BRICS d'Amérique du Sud sont quand même majoritairement anti-israéliens. Vous regardez les positions de Lula, vous regardez les autres pays d'Amérique du Sud qui pourraient rejoindre les BRICS, comme la Colombie. L'Argentine n'a pas rejoint les BRICS. Javier Milei a refusé. Et en disant la Chine communiste, pas de ça chez nous. Et Israël a une alliance avec l'Inde, qui est une alliance tout à fait structurante aujourd'hui, que ce soit donc pour les logiciels en Iran, et qui, d'un point de vue religieux, peut aller va créer des tensions tôt ou tard aussi, pour conclure. Parce que l'Inde, le Bharat, c'est la plus vieille religion du monde. Les yogis considèrent que leur religion remonte à l'âge de cuivre, à Mohenjo-Daro. Mohenjo-Daro dans l'actuel Pakistan. Et c'est vrai qu'à Mohenjo-Daro, on trouve des miniatures qui évoquent la pratique du yoga. Et donc, vous avez deux visions du monde sur le concept de religion ancienne, qui est structurant dans l'identité juive aujourd'hui et dans l'identité israélienne, qui à un moment donné risque de s'opposer, qui à un moment donné vont... Enfin, vous écoutez ce que disent, vous savez, en Inde, la religion, c'est pas du tout anodin. Hein. Vous avez Narendra Modi, il médite, il a un gourou, voilà, il fait partie d'une confrérie, c'est bon. Et en Inde, vous avez des vieilles confréries comme les Aghori, par exemple, qui sont... l'État vient pas les emmerder. Les Aghori, ils bouffent des cadavres. Je vais vous dire les choses autrement. Les Aghori, ils bouffent des cadavres. Ils récupèrent un type qui s'est jeté dans le fleuve, dans le Gange à Varanasi, qui est tout bleu. Ils vont le bouffer. Ils font pas ça tout le temps, hein, mais ils peuvent. Et ils l'ont fait. Et Aghori, ça veut dire les gens terribles. Les gens terribles, dans le sens quasiment terrifiant. L'État indien, c'est illégal ce qu'ils font. Hein. Bouffer les cadavres, c'est interdit en Inde. Hein. C'est pas... bon. L'État indien il laisse les Aghori tranquilles. Il les met pas en prison. Bon. Et ça vous donne une idée de ce que c'est qu'une influence religieuse structurante dans un pays. Et à un moment donné, la vision du monde du Bharat et la vision du monde d'Israël, ils vont pas pouvoir... Enfin, la vision, c'est pas vraiment d'Israël, mais c'est d'une certaine frange, voilà, d'une certaine frange messianiste en Israël, qui pense être messianiste, mais qui sait pas trop ce qu'elle fait en réalité, mais bref. Ces deux visions, un de ces quatre, elles vont s'opposer. Ça, c'est important parce que je pense qu'en fait, il n'y a qu'en Europe que la religion, peut-être éventuellement la Chine, où la religion n'a pas un poids très fort, mais aux États-Unis, elle a un poids très fort, effectivement en Inde, comme vous dites, en Israël, et ça vaut le coup. Je vous remercie d'avoir mis cette perspective. Je vous prie à tous de m'excuser, effectivement, j'ai beaucoup de commentaires sur mes problèmes de connexion. Alors, je vous avoue, je suis le premier depuis tout à l'heure, j'essaye de voir comment je peux régler ça, mais je suis en fibre, donc je ne m'attendais pas du tout à avoir ces problèmes. Starlink, c'est vraiment bien. Hein. Maintenant, ça dessert toute la France. Je vais peut-être finir, mais là, je suis en fibre, donc normalement, en fibre, j'étais censé être tranquille. Et donc, mais je vais, pour la prochaine fois, promis, je vais régler ce sujet-là. Je voudrais juste une dernière question, je crois, il nous reste 5 minutes sur le temps qu'on s'était donné. Alors je sais que on a des élections qui arrivent en France en 2027. Alors avec tout ce qu'on s'est dit, on imagine que c'est pas ce qui va avoir le plus de poids dans la géopolitique mondiale des prochaines années. Mais bon, on est quand même français. Moi, j'ai l'impression, quand je vois, alors déjà pour revenir sur tous ces côtés d'ingérence, que avec le suicide d'Olivier Marleix, on a quelque chose
d'extrêmement problématique, et où on a déjà le suicide de Dénessé était inquiétant. Nous, il était chroniqueur chez nous, donc on a su. Clémence, avec qui je travaille, l'avait au moins 2 fois par semaine en direct pour préparer les émissions. Elle travaille beaucoup avec lui, donc on était au moins étonnés. Mais pour Marlex, ça a l'air là carrément. On monte des marches dans le truc, dans le truc totalement dur à croire. Est-ce qu'on est en train de faire le ménage pour préparer les prochaines élections présidentielles? Bah là, c'est vraiment très inquiétant parce que la descente chez Pierre Jovanovic, c'est pour de vrai, quoi. Okay, ouais. Donc on a vraiment un pouvoir, et ça pouvait venir que de l'Élysée, parce que personne d'autre avait les moyens, certainement pas Matignon, d'envoyer 40 flics simultanément à 2 adresses à Paris à 3h du mat'. Et j'insiste, vous avez vraiment des gens, des timbrés, hein, qui ont dit oui, c'est Jovanovic qui a fait une mise en scène. Donc il est allé payer 40 personnes en uniforme. Il a pas été inculpé pour ça, parce que le port de l'uniforme, le port illégal de l'uniforme, c'est puni par le code pénal. Hein. Là, non, il a pris des photos. Donc, ok, s'il il a organisé ça, ça veut dire qu'il a payé 40 personnes pour s'habiller en policier, pour péter des portes en plein Paris à 3h du mat' avec des gyrophares, sans que les commissariats soient au courant et sans être inculpés par la suite. D'accord, ok. Il y a des gens qui ont un fond de soupe refroidi à la place du cerveau, c'est terrifiant. Mais en tout cas, voilà, on a la preuve que le pouvoir est capable de choper, d'avoir l'intention et les moyens. Vous savez, en droit, on parle de mens rea et d'actus reus. Donc l'intentionnalité, la mens rea, et l'actus reus, l'acte. L'État a l'intention et le passage à l'acte, soit de faire interner des gens en hôpital psychiatrique, soit de les tuer, puisque je rappelle la loge à Tanor et les opérations homo sous François Hollande, mais pas que. Et la loge à Tanor, vous avez quand même plus de 20 personnes qui vont passer devant une cour d'assises pour avoir organisé des assassinats structurés au sein d'une pseudo-loge à Neuilly, qui étaient des anciens du renseignement intérieur ou extérieur. Ça rapporte plus de buter des gens. Et vous avez le dossier Bruno Gassio, où Bruno Gassio, écrivain des Guignols, emmerdait tellement l'actionnariat du groupe Canal qu'il y a des gens qui avaient été payés pour le buter. Ils suivaient sa moto, ils savaient quand il jouait au golf, ils étaient là pour le buter. Donc, là aussi, c'est factuel. Je veux dire, on a des services de l'État qui ont envisagé de buter des gens sur le territoire français. Donc, la possibilité qu'ils aient fait repasser Marlex, faut réviser ses classiques. Encore une fois, les gens qui en doutent, ce sont des gens qui n'ont pas de culture. L'affaire Boulin, l'affaire Grossouvre, l'affaire Colucci. À un moment donné, l'affaire Colucci, bon, les proches de Coluche, ils y croient pas. Hein, et c'est pas un accident. Et le mec, on rappelle quand même que les voix de Coluche, en effet, Mitterrand n'était pas au 2e tour. Bon. Et que Mitterrand ait envisagé de faire buter des gens, il y a un peu l'affaire du Rainbow Warrior qui est là pour le démontrer. Et l'affaire Grossouvre, encore une fois. Bon, suicidé de 2 balles de la tête en plein Élysée, et Bérégovoy, etc. Et Edernalier. Bon, et Edernalier qui... il a voulu faire chanter Tonton. Il y a des gens qui font du wingsuit. Il y a des gens qui sautent depuis un satellite, et puis il y a les vraies têtes brûlées, c'est ceux qui veulent faire chanter Tonton. C'est plus dangereux en termes de micro-mort. Un micro-mort, c'est une chance sur 1 million de mourir, que de faire tout ça. Donc voilà, c'est pas du tout impossible que la Macronie ait décidé de liquider les opposants, bien sûr. Et ça serait pas la première fois que ça se verrait sous la 5e. Non, vous avez cité, on peut citer aussi, là je reviens un peu sur les frégates de Taïwan, où il y a eu pas mal de protagonistes qui ont été... moi je me souviens, parce que c'était à une époque, ça se passait à 2 rues de chez moi, où un agent de renseignement qui habite au rez-de-chaussée, vous avez 2 personnes qui arrivent, qui montent avec lui au 6e étage, et puis ils tombent. C'est bête. Suicide. Bah oui, c'est ballot. Vous avez... Ouais. Tous les témoignages sont là, la gardienne qui a vu 2 personnes arriver, ils montent à 3 au dernier étage, ils tombent, le commissaire qui arrive et qui fait les conseils, tout ça, il met suicide. Et quand ça arrive en Russie, on nous dit tout de suite que c'est le méchant Poutine qui a fait défenestrer quelqu'un, ce qui est une façon logique de penser au passage. Je veux dire, Anna Politkovskaya, qui a sans doute pas été commanditée par Poutine en personne, mais c'était une sorte de cadeau d'anniversaire qu'on lui a fait, quoi. Ce qui est morbide, mais c'est comme ça. Ah oui, voilà. Donc quand ça arrive dans la lointaine Russie,
Là, tout de suite, on se dit, bah oui, une défenestration, ça n'arrive pas par hasard. Hein. Depuis la guerre de 30 ans et Prague, les défenestrations ont des conséquences géopolitiques telles qu'il faut toujours se pencher sur leur actus reus et leur mens rea. Donc oui, bon, voilà. C'est pour moi, Olivier Marleix, c'est très sérieux. Le problème, c'est que la justice n'est pas indépendante en France. Bah, regardez l'affaire Trévidic, regardez tout, la justice n'est pas indépendante en France. Donc qui va aller enquêter là-dessus? Qui va mettre Macron? Alors, Xavier Hofer disait oui, mais les magistrats, peut-être un jour, ils vont vouloir le piler, Macron. Peut-être qu'à un moment donné, comme ils ont pilé Sarkozy, hein, ils ne pouvaient pas faire grand-chose du temps où il était président, mais ensuite, ils l'ont pilé. Peut-être que les magistrats voudront piler Macron par la suite. Moi, j'attends de voir. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est qu'on peut faire toutes les illégalités qu'on veut, l'affaire McKinsey, enfin les affaires de la Macronie, c'est du délire. Quand on voit que le PNF, qui a été créé par Hollande, hein, qui est une arme politique, quand on voit que le PNF a complètement pilé Fillon pour le quart du 10e, du 15e, du 30e, du factoriel dième de ce qu'a fait Macron, et la Macronie, je dirais, oui, mais ok, vous êtes le président, on peut pas vous inculper. Ouais, d'accord, enfin, tous les lieutenants macronistes, vous auriez pu, il n'y a pas de problème. Entre Ferrand, qui a bénéficié de la prescription, ou autre, bon, on voit bien que ça va pas, quoi. Donc, oui, je prends ça tout à fait au sérieux. Et c'est bien pour ça qu'on est là, sur la sphère des médias citoyens, pour le dire, parce que c'est clairement pas BFM et LCI qui vont dire ça. Non, c'est d'ailleurs, ça fait partie effectivement parce que on n'a absolument pas cette couverture. Là, je voyais encore sur l'affaire Epstein, on n'a pas du tout, les grands médias n'ont absolument pas couvert ça. Vous avez dit que c'était complotiste. Alors, faut pas C'était oublier. complotiste, je vous le rappelle. Hein. Oui, c'est ça. Complotiste. Et il faut pas oublier que il y a un volet français à l'affaire Epstein. Là, j'ai oublié son nom, mais il avait son sourceur en France Oui, qui aussi est mort opportunément Brunel, il y a je crois. mois, Brunel, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Exactement. Hmm. Et donc, ouais, tout ça, c'est très intéressant. Un immense merci. Encore une fois, je suis désolé pour ces problèmes de connexion que je vais m'empresser de régler. Un immense merci, Idriss, d'avoir tenu la baraque à la place. C'était passionnant. J'espère qu'on pourra recommencer dans des conditions Quand vous un voulez. peu meilleures, mais en tout cas, je crois que les sujets... Et c'est un plaisir vraiment. On était quand même 6000. Ah bah, impeccable. Et bravo pour ce que fait Toxa. En direct, malgré... Et bravo pour ce que vous faites aussi. On va évidemment continuer, nous, à suivre toutes ces affaires, à travailler, à analyser, à lier. J'ai trouvé ça très agréable, cette capacité à aller profondément dans les racines du temps long, d'aller même sur les faits religieux, ces choses-là. Je trouve que ça nous aide à beaucoup mieux lire l'actualité. Donc vraiment, merci beaucoup Idriss, et puis à bientôt. Merci à tous. On continue. Toxin donc a arrêté sa matinale pour l'été, mais on continue comme ça de faire des émissions spéciales parce qu'on sait bien que l'été, c'est aussi le moment où il y a des choses qui sortent et qu'on essaye de faire passer discrètement. Donc on garde une veille pendant tout l'été. Et à tous, je vous souhaite une très bonne journée, très bon après-midi, et à très vite. Très bonne journée. Au revoir. Merci encore, Idriss.